Merci à tous les panélistes pour ces très riches réflexions. Elles font évidemment écho, au colloque de 89. Et je vais donc, moi, pour ma part, insister sur ce thème essentiel que constitue, pour moi, propriété ou liberté. Alors, le contexte, Yves Poulet l'a signalé, et Pierre Truel également, a beaucoup changé. Et donc, en guise d'introduction à cette synthèse, je souhaiterais, moi, rappeler un peu le contexte historique, l'histoire courte, dans lequel s'est inscrit le thème de ce colloque, et de ce colloque de 89 et de celui-ci aujourd'hui, parce que la mémoire a du bon. Elle nous évite de croire que tout a commencé avec soi. C'est déjà une grande affaire. La protection des données personnelles ne démarre pas avec le règlement européen ou même avec la directive de 1995. Elle précède Internet avec les lois nationales et propose un modèle qui n'a jamais réussi à s'intégrer véritablement dans l'ère d'Internet, comme l'a si bien démontré Pierre Truel. Des stratégies industrielles se sont alors mises en place, des stratégies économiques et industrielles, qui ont tenté d'imposer des modèles au nom de l'innovation et de l'inadéquation de l'approche individuelle des textes. Parce que c'est le problème majeur de ces textes en l'ère d'Internet, c'est cette approche purement individuelle, fondée sur, évidemment, le libéralisme. Les droits des individus exercent leurs droits. On recourt ainsi à la notion de disruption pour justifier la mise au brancard de régulation qui, aussi mal adaptées soient-elles, constituent quand même des obstacles à des stratégies industrielles. Alors, une rhétorique vaguement conceptuelle, la nouveauté se met en place, qui est en fait un dérisoire cache-sexe des intérêts commerciaux et industriels. Et c'est si nouveau que tout doit changer. Tout. Un storytelling qui fait la part belle à la nouveauté, à la modernité, au changement, au progrès, et qui suggère de nouvelles façons de faire, des solutions qui correspondent en fait aux produits, aux services à écouler. Nous avons reçu ici Elie Morozov. Ses travaux démontrent à l'envi que le solutionnisme des industriels du web propose des solutions à des problèmes qui n'existent pas vraiment. Et je vais citer aussi Martin Wolf du Financial Times, qui n'est quand même pas un groupuscule un groupuscule de gauche, qui estime que la révolution numérique ne porte pas autant d'innovation et de changement que la seconde révolution industrielle qui apparaît vers 1870, qui se termine au début du XXe, et il se fonde notamment sur les travaux de l'historien Robert Gordon, et il énumère notamment les inventions de cette seconde révolution industrielle. Alors écoutez bien, la voiture, le réfrigérateur, l'eau courante, le tout à l'égout, les vaccins, le gaz, la cuisinière électrique, la machine à laver, et autres. L'aspirateur, le chemin de fer, la radio, le gramophone, la télévision. Ces inventions ont modifié radicalement la vie. Alors, je crois qu'il faut évidemment clarifier cela, et peut-être, ces clarifications peut-être nous aider à tempérer la propension bien actuelle à glorifier et à surestimer l'innovation technologique et à excuser ou justifier justement les compromis juridiques qui n'ont pas leur place. Mais, encore un peu d'histoire. On se souviendra qu'en 1990, quand Internet est devenu grand public, et avec l'apparition du World Wide Web, qu'il y avait beaucoup de préventions, qui aujourd'hui n'ont plus vraiment cours. Alors il était courant à l'époque d'affirmer que le souverain devait s'abstenir de toute intervention normative sur Internet, car les acteurs étaient encore émergents et les modèles d'affaires à définir. On se souviendra en effet que dans les débuts du web grand public, on entendait souvent les commentaires que toute intervention du souverain serait dangereuse. Elle aurait notamment pour effet d'inhiber l'innovation et la détermination des stratégies industrielles des acteurs. De même, on disait que la nature décentralisée d'Internet, souvenez-vous, s'opposait à toute intervention efficace du souverain. Alors, ces prétentions peuvent conserver une certaine pertinence, mais elles doivent être nuancées aujourd'hui au regard de la centralisation effective d'Internet par les grands joueurs que sont Google, Amazon, Facebook, Apple. C'est eux qui dominent. On est passé d'un régime décentralisé à une centralisation qu'on n'aurait jamais imaginée il y a un même temps. L'appropriation quasi-littérale du web par ces géants a pour effet de centraliser donc Internet et de les rendre en fait beaucoup plus perméables à une régulation, que celle-ci émane des acteurs eux-mêmes, ils ne s'en privent pas, ou des régulateurs habituels, que sont les États. Donc un facteur psychologique fait aussi son œuvre depuis quelque temps déjà. Je crois qu'Internet a perdu, on espère, on souhaite, de sa mystique technologique et est un peu mieux compris par les États qu'il ne le fut à ses débuts. Il devient un peu plus difficile aujourd'hui d'enfumer le souverain, de le leurrer par un discours technologique qui avait pour objectif de le ringardiser, même si le storytelling des acteurs industriels continue d'opérer dans les cercles du pouvoir. On n'a qu'à voir tous les chefs d'État qui se précipitent pour prendre des photos, avec Mark Zuckerberg notamment. Donc les modèles d'affaires de ces géants sont aujourd'hui clairs. Ce sont essentiellement des régies publicitaires qui
qui récoltent des données personnelles, les vendent ou les utilisent pour des publics ciblés. Amazon et Apple ont aussi créé des écosystèmes de commerce électronique autour, pour le premier de ces services et services, et pour le second, une formidable variété de produits et services. Mais ces deux entreprises utilisent également les données afin de les transformer en informations à valeur ajoutée. Et donc, le modèle d'affaires de ces entreprises se fonde d'abord et avant tout sur des données personnelles générées par les activités de ces abonnés. Reconnaissons ici, à l'instar de Mark & Wolf, que ces modèles d'affaires ne se signalent pas par leur nature particulièrement innovante. Mais aujourd'hui, le modèle des données personnelles n'a pas tant évolué que cela. Yves Poulet l'a souligné, le consentement constitue le fondement du règlement européen. Pierre Trudel l'a souligné également, le consentement est une illusion. Est une illusion puisque la donnée personnelle doit avoir une approche collective. Pierre Trudel l'a mentionné également, et j'y reviendrai plus tard. Si on revient au règlement européen, c'est certainement une évolution intéressante, qui a des avantages, mais ce règlement continue à poser la protection des données personnelles, comme je le disais tout à l'heure, comme un droit individuel, notamment par le truchement de ce consentement et des principes de base, comme Mme Jouret l'a précisé. Mais ce règlement européen est en fait une formidable machine à sous pour les cabinets d'avocats et de consultants. Un bon produit d'exportation, comme le dit notre ami Pierre Larouche, est en fait un pur produit de la technocratie juridique de Bruxelles. Nous avons ici un règlement qui est peut-être déjà démodé, nous dit Pierre Larouche, qui souffre d'un gouffre entre les désirs et les réalités, et qui pourrait certainement faire mieux. On nous a dit à la toute fin de la présentation de M. Delforge que la gouvernance des données pouvait peut-être être améliorée par ce règlement européen, mais les lois de protection des données personnelles, c'était d'abord et avant tout des principes d'administration des données personnelles, donc il y a là rien de nouveau sous le soleil. Alors, évidemment, la question économique maintenant se pose, puisque Yves Poulet l'a souligné, c'est à partir d'une réflexion de Catala, notamment, que ce colloque avait débuté, la question de l'appropriation de l'information, qui soulève évidemment beaucoup de questions. C'est un débat qui ressurgit donc aujourd'hui. Un droit de la personnalité, comme le rappelle Pierre Larouche, qui relève également des libertés fondamentales, ou un droit patrimonial qui peut être cessible. Alors, ce débat n'est pas sans lien avec l'émergence de la notion du digital labor, qui peut être définie comme la réduction de nos liaisons numériques à un moment du rapport de production, la subsomption du social sous le marchand dans le contexte de nos usages technologiques. Ces liaisons technologiques sont en fait des activités numériques quotidiennes des usagers, des plateformes sociales, des objets connectés, des applications mobiles. Il s'agit donc des activités conduites par les internautes dans le cadre de leur navigation sur Internet et qui produisent au bénéfice des plateformes une valeur importante. Et je cite ici une étude de Dominique Cardon et de Antonio Casilli. Chaque post, chaque photo, chaque saisie et même chaque connexion à ces dispositifs, aux plateformes, remplit les conditions évoquées dans la définition, produire de la valeur, appropriée par les propriétaires de grandes entreprises technologiques, encadrer la participation par la mise en place d'obligations et de contraintes contractuelles à la contribution et à la coopération contenues dans les conditions générales d'usage, mesurer, moyennant des indicateurs de popularité, de réputation, de statut. Ce sont là des traces, des signaux. Est-ce que ce sont des données personnelles, comme l'a demandé Yves Poulet tout à l'heure? Avec Dominique Boulier, on peut affirmer que toutes les traces d'activité les plus élémentaires peuvent devenir personnelles, au sens où elles peuvent être associées, corrélées et modélisées pour revenir à des profils individuels. Les principaux opérateurs d'Internet ont ainsi mis en place un régime efficace de prédation des données afin d'asseoir un modèle d'affaires capable de générer de formidables profits. Et j'emploie ici l'expression de Shoshana Zuboff, de Harvard Business School, qui parle d'un capitalisme de surveillance qui fait de l'extraction et d'analyse de données de nouveaux modèles d'accumulation du capital. Alors, cette réalité économique explique donc que certains préconisent aujourd'hui une approche propriétaire des données. Je voulais évoquer le règlement européen sur la libre, le projet de règlement européen sur la libre circulation des données non personnelles, mais comment peut-on déterminer ce qui est personnel de ce qui ne l'est pas? Il le sera toujours. Et au nom de cette libre circulation, qui est très amusant, qui m'a rappelé ce débat, rappelez-vous, dans les années 70, quand les Européens adoptaient des lois de protection des données personnelles, justement, et que les Américains leur disaient ce sont des obstacles non tarifaires, vous vous opposez à la libre circulation de l'information et des données. Donc voilà le renversement qui s'effectue.
Comme quoi, encore une fois, avoir un peu de mémoire, c'est jamais inutile. Alors, c'est ceux qui préconisent dans cette approche propriétaire avancent que si mes données produisent de la valeur pour autrui, je devrais pouvoir en bénéficier également en exerçant un contrôle propriétaire sur les données que mes activités et ma personne génèrent. C'est la fameuse thèse de Jaron-Lanier et son idée de micro-royalties, qui ferait en sorte que chaque fois qu'on utilise vos données, vous auriez un quart de centime. Et c'est ce qu'on appelle le digital labor aussi, vous savez, le fameux Mechanical Turk, etc., ceux qui font du travaux dans les grandes entreprises. C'est toujours le même principe. Mais évidemment, une myriade de questions surgit à ce moment-là. Yves Poulet l'a signalé. Doit-on passer par le droit civil, par la propriété intellectuelle? Quelle est la nature de ce droit de propriété? Est-ce qu'il y a une exclusion totale d'autrui? Quelle serait l'étendue donc exacte de ce droit? Relèverait-il de la simple possession? Quelle en serait la nature? Comment assurer l'information des titulaires? Une négociation serait-elle possible ou déboucherait-elle inévitablement sur un contrat d'adhésion? Parce qu'il est évident que même si on avait ça, les entreprises, facilement, par le contrat d'adhésion, pourraient revenir vers le statu quo en antérieur. Comment évaluer les données qui assurerait un cadastre des droits de propriété? Quelles seraient les institutions à mettre en place pour assurer la délimitation, l'administration et la surveillance des droits octroyés? Et qui en assumerait les coûts? Quel tribunal pourrait être compétent? Alors là, évidemment, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Évidemment, d'autres questions surgissent. La patrimonialisation des données personnelles soulève un problème éthique de même nature que celui lié à la commercialisation des parties du corps, sperme, sang, embryon, que nous connaissons bien en droit civil notamment. On ne peut pas d'une part dénoncer un usage marchand des données personnelles, comme on le fait dans les textes, et d'autre part participer ou légitimer un usage ravalant les données personnelles au rang de marchandise. Ce serait, pour employer les termes d'Antonio Cassini, que j'aime beaucoup cette expression, ça serait privatiser la privacy et contribuer à une économisation bien entamée déjà des activités numériques que l'on dénonce par ailleurs. L'approche propriétaire s'inscrit clairement dans une perspective néolibérale qui présume que l'individu serait le mieux placé pour décider du sort de ces données. Cette approche fait donc reposer sur l'individu le lourd fardeau de gérer des données personnelles dans un contexte de déséquilibre patent des acteurs en présence. Ce rapport de force inégale qui existe déjà même dans le contexte des lois actuelles est rappelé d'ailleurs à juste titre par le Conseil national du numérique de France quand il a évoqué la question de la privatisation ou de la propriétarisation des données. Le danger de consacrer ainsi, et j'emploie cette expression qui est celle de Yann Mollier-Boutan, mais aussi d'autres auteurs, de consacrer ainsi un capitalisme cognitif qui assoit déjà la domination de quelques grands opérateurs d'Internet et d'établir un troisième régime d'enclosure, après celui des terres communes dans l'Angleterre des XVIe et du XVIIe siècles, et le parachèvement avec le Black Act du XVIIIe siècle, où on a privatisé des terres qui étaient publiques, et celui de la propriété intellectuelle, évidemment, entamé à la fin du XIXe siècle. Donc une troisième enclosure, maintenant celle des données, vers laquelle on se dirige. Une marchandisation et une propriétarisation des données engendrerait sans aucun doute une course effrénée vers une appropriation de toutes les ressources cognitives primaires, les données, et secondaires, l'information. Notre époque est encore propice à une réification et une appropriation de composantes de la vie sociale qui avaient pourtant toujours échappé à une détermination de valeur. La reconnaissance d'un droit de propriété sur les données remettrait radicalement en cause le droit à la vie privée. Si les composantes informationnelles de ce droit, qui en constituent en fait un fondement premier dans nos sociétés contemporaines, peuvent être ainsi aliénées ou autrement démembrées, c'est alors l'intangibilité d'un droit fondamental qui est compromis. La marchandisation l'emporterait sur la dignité humaine et toute atteinte à la vie privée serait immédiatement monnayable, sans égard aux considérations d'ordre public ou collectives, qui rappellent que la société est également partie prenante des libertés individuelles, puisqu'elle en est le creuset et le garant. À cet égard, d'aucuns considèrent que les données générées par les activités des internautes constitueraient des biens communs, donc ni privés ni publics, et par conséquent inappropriables. Pierre Trudel nous y invite, en revisitant notre approche des données, parler de données générées par la collectivité et à son bénéfice. Yves Poulet le pense aussi. Un accès aux données même privées envisage-t-il. On pourrait même envisager effectivement d'avoir de donner accès aux données privées détenues par Google ou Facebook à tout un chacun, puisque ce sont des données générées par la collectivité, ce seraient des biens communs.
La théorie des biens communs ne nie pas le droit de propriété, vous le savez sans doute, elle rappelle notamment que celui-ci est le fruit de la propriété d'un processus historique, et non, comme le suppose une pensée économiste néoclassique, que ce soit un droit naturel immuable. Ce n'est pas le cas. En ces temps d'appropriation du vivant, de la nature et du matériel, au fin de créer des rentes, c'est ça dont il s'agit aussi, créer des rentes, il apparaît primordial de réactiver la théorie des communs afin d'assurer une juste répartition des ressources et éviter un accaparement nuisible à la paix sociale. Yves Poulet n'a pas eu le temps de finir sa présentation. Dans cette dernière diapositive, il citait notamment deux shooters, et Serge Ludwig et Gloria González-Schuster, qui font justement référence à cette théorie des biens communs. Et il serait intéressé de savoir, nous allons tenir certainement un atelier d'Isabelle Stengers, notamment autour de cette question de l'information et des biens communs. Donc, assurer une dimension collective au droit à la protection des données personnelles, c'est la première des missions que l'on devrait se donner. L'illusion du droit individuel de la protection des données personnelles au regard du déséquilibre patent des forces aujourd'hui nous force à cette conclusion. Il importe donc de construire cette protection collective des données personnelles et de ne pas perdre de vue non plus la dimension fortement politique aussi du droit à la vie privée et évidemment des données personnelles. Je vous remercie. Je pense que ça valait la peine d'avoir ces 15 minutes de retard. C'était éminemment éclairant. Merci beaucoup, Karine, comme à ton habitude. Je vais remercier évidemment cette audience là, qui est restée aussi nombreuse jusqu'à la fin. Merci beaucoup de votre présence. Je pense que vous en avez eu pour votre argent, c'est tout ce que vous avez voulu. Je remercie évidemment les panélistes. Encore une fois, je ne saurais que rappeler combien cette collaboration avec les Belgiques s'impose, en dépit des différences, parfois, des différences qui sont ressenties au cours de la présentation. De manière plus prosaïque, je rappelle que vous pouvez marquer votre nom pour ceux qui voulaient la formation continue pour les 3,5 heures pour les avocats et les notaires. Et puis n'hésitez pas à tenir au courant des nombreuses activités que les laboratoires, les franchères, les CRDP peuvent organiser. C'est toujours agréable d'avoir des sorties ainsi. Merci.